puisse être libre de discuter, poser des questions et surtout que chacun puisse profiter de ce moment au max. L'idée, c'est qu'on puisse discuter, hein. C'est vraiment pas une conférence ou une présentation abstraite où je vais être seul à parler. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment discuter. D'ailleurs, vous allez le constater durant toute la présentation. J'ai vraiment fait en sorte que ça puisse être le plus interactif possible. Et donc, pour ce soir, on va passer, on va dire, ce n'est pas une longue présentation. Je pense qu'on va passer max 30 à 40 minutes de présentation. Je tiens à dire d'entrée de jeu que pendant ces 30 minutes à 45 minutes, vous pouvez tout le temps me couper la parole en posant une question dans la barre de discussion ou alors tout simplement en débloquant votre micro et en m'arrêtant, d'accord? Sentez-vous libre, c'est vraiment une discussion. C'est vrai qu'il y a une phase de questions-réponses, mais cette phase, elle est juste une phase où on va discuter, d'accord, sur deux, trois choses qui potentiellement pourraient vous poser problème. L'idée étant qu'on puisse vraiment aller vite tout en posant l'essentiel de ce qu'on peut poser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dedi Karimbungu, je suis de nationalité congolaise et comme a dit le président tout à l'heure, je suis doctorant en médecine, 7e année de médecine et je suis également entrepreneur dans le domaine du e-commerce, mais aussi dans le domaine de la formation. Je suis fondateur de MindUp Academy, qui est une structure de formation en art oratoire, développement personnel, leadership et communication. Alors, pour commencer cet échange, parce que c'est vraiment un échange, je vais poser une question et j'aimerais vraiment que chacun puisse interagir, soit dans la barre de discussion ou alors en débloquant le micro. La première question que j'ai tout de suite envie de poser, c'est pour cette année, s'il fallait que tu puisses qualifier, on va dire, cette année en 3 mots, quels sont les 3 mots que tu utiliserais pour qualifier 2025? Alors, vous pouvez réinteragir en débloquant votre micro. Si vous débloquez le micro, par contre, présentez-vous, s'il vous plaît, avant de parler. Ou alors, vous pouvez tout simplement répondre dans la barre de discussion. Où je suis, j'ai accès à tout ce que vous allez écrire. 3 mots pour résumer cette année. Qu'est-ce que ça donne? Sentez-vous libre une fois de plus encore. Vous pouvez écrire dans la barre de discussion. Vous pouvez parler en libérant votre micro. C'est vraiment un échange. S'il fallait qualifier cette année en 3 mots, l'année vient de finir. L'année vient de finir. On est à la fin de l'année. Beaucoup de choses se sont passées, des bonnes choses, de mauvaises choses. Vous avez certainement appris des choses. S'il fallait qualifier cette année en 3 mots, quels seront ces mots? Alors, je suis là, je ne vois rien dans la barre de commentaires. Est-ce qu'il y a aucun mot pour qualifier cette année ou je ne comprends pas? Les gens cherchent encore les mots. Ah, j'imagine. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que toi aussi tu cherches encore le mot, hein, président? Ah, tu as déjà un mot, il te reste deux. Ok, ok. Alors, il y a dans le groupe quelqu'un qui a écrit épreuve, bataille et réussite à 65%. Il s'agit de Gédéon Débit. Ok. Épreuve, bataille et réussite à 65%, c'est très intéressant. Je pense que quelqu'un a levé la main. Non. Oui, allez-y. Travail, travail, discipline, résilience. Ok, c'est super, c'est super. Travail, discipline, résilience. Je vais l'écrire dans la barre, comme ça je ne l'oublie pas, je vais revenir dessus. Ok, les autres, on a épreuve, bataille, réussite à 65%, travail, discipline et résilience. Il y a Emmanuel qui dit incontrôlable, difficile, sacrifice, plein de bonnes surprises. Ok. Alors là, incontrôlable. Mon Dieu. Incontrôlable, difficile, sacrifice
et plein de bonnes surprises. Ok? Une autre personne a quelque chose à dire par rapport à ça cette année, hein, si elle était résumée en 3 mots? Je vais dire réussite pour moi. Ok, d'accord. Donc on va dire du coup, ça va être travail, discipline, résilience et réussite. Une très belle année, dis donc. C'est super. Alors il y a Astrid qui dit échec, ok. Épreuve, des moments de joie temporaire. D'accord. Oui, président, allez-y. Pour ce qui me concerne, je dirais travail, audace et travail. Travail, audace et faveur. Oui. Hmm, ok. Audace. C'est donc. Ok, je pense que on est assez bon. S'il y a d'autres personnes qui veulent écrire, allez-y, hein, n'hésitez pas, écrivez toujours. Ça fait plaisir de voir que voilà, cette année a quand même été agitée. J'ai vu des mots qui m'ont le plus surpris, c'est incontrôlable, difficile, échec et audace. Ouais, bon, audace. Alors, c'est super de voir que vous êtes là et qu'on interagit. Ça va être comme ça, je pense, tout le long du webinaire, vous allez le constater. Alors, la deuxième question que j'ai tout de suite envie de poser après ce que vous venez de me dire, c'est en termes de réalisation et d'objectifs. 2025, a-t-elle été une année satisfaisante ou non satisfaisante? Alors, répondez juste en disant satisfaisante ou non satisfaisante. Ici, l'idée, c'est de pouvoir faire un bilan global, c'est de savoir, est-ce qu'au final, à la fin de l'année, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait ou alors pas du tout. 2025, année satisfaisante ou non satisfaisante? Qu'est-ce que ça donne? Satisfaisante. J'imagine. J'imagine. Vous avez dit travail, discipline, résilience. Vous avez ajouté, je pense, réussite, c'est ça? Réussite. Donc forcément, c'est une année satisfaisante. Alors je vois Gédéon Débit satisfaisante, Moderson Ginga satisfaisante. Oui, où sont les autres? Les autres, vous également, c'est satisfaisant ou bien c'est compliqué? Satisfait à 50%. Emmanuel Michael, ok. À 50%, d'accord. Ok. Soit. Les autres. Les autres. Au moins, on voit que voilà, au moins dans la globalité, tout le monde est environ un peu satisfait. Les gens sont satisfaits. Il n'y a personne qui, alors, n'est pas satisfait du tout. Et c'est magnifique. Alors, tout de suite, j'ai une troisième question que j'aimerais poser. C'est aujourd'hui, vous avez certainement vu ce qui a été écrit sur le webinaire. Il a été écrit qu'on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on va faire pour planifier l'année prochaine. Et vous avez cliqué, vous êtes venu. Alors, ce webinaire a circulé un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cliqué. Pourquoi est-ce que vous avez cliqué? Qu'attendez-vous exactement de ce webinaire en une phrase? Est-ce que vous attendez de ce webinaire qu'il puisse vous donner les outils pour 2026? Est-ce que vous attendez finalement de ce webinaire que, comme avec Emmanuel, que l'objectif puisse alors il y a Jersey, Kikabuka, qui excusez-moi d'écorcher le nom, Kibabuka, oui, qui dit non satisfaisante. Donc pour la question précédente. Ok. Alors, maintenant, pourquoi avez-vous cliqué sur ce lien? Qu'attendez-vous exactement du webinaire? Pourquoi vous avez cliqué? Pourquoi est-ce qu'il fallait cliquer? Est-ce que c'était parce que c'était juste Dédi qui était dessus? Est-ce que quelqu'un, c'est parce que Moderson vous a écrit? Parce que le président vous a envoyé le lien? Qu'attendez-vous exactement de ce webinaire? Je peux répondre? Oui, allez-y, docteur. Vous pouvez utiliser un peu de l'administration. Allez-y. Donc, je vais dire que parce que j'ai dit dessus, nous comptons peut-être apprendre de nouvelles méthodes Mhm. ou des conseils pour la formation pour avoir de la nouvelle année. Ok, super, super. Donc, l'idée, c'est d'acquérir de nouvelles méthodes et potentiellement d'avoir des informations qui pourront
vous aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir mieux gérer votre année. Alors, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, c'est Astrid, j'aimerais bien réussir mon année 2026. Super. Et oh, il n'y a que Astrid. Alors, les autres, oui, pourquoi être venu sur le webinaire? Emmanuel qui dit, je m'attends à un déclic. Ok, Emmanuel cherche un déclic, quelque chose que je ne connais pas, d'accord? Déjà, je connais pas l'auteur, d'accord? Donc, ok. C'est surtout parce que j'aime les conférences et ce genre de programme. Ok, alors ça fait plaisir. Je pense que je me suis présenté tout à l'heure, donc moi c'est Dédi Carin, vraiment enchanté. Je suis très enchanté de te connaître et je l'espère, tu trouveras le déclic dans ce webinaire. Alors, ça fait plaisir de voir tout ça. Maintenant, la première chose que j'aimerais dire avant qu'on puisse aller où que ce soit, c'est déjà de savoir que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Il n'y a que deux façons de pouvoir vivre une vie. Soit en vivant le jour, et ce n'est pas vraiment une vie, c'est plutôt survivre, soit en programmant soi-même ce qu'on veut devenir pour demain. Et aujourd'hui, je ne vous garantis pas que vous allez changer du jour au lendemain. Je ne veux pas vous donner une pilule magique qui va faire en sorte que demain vous puissiez être quelqu'un de discipliné et ainsi de suite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons planter une graine. Une graine qui, si vous arrosez, après, pourra devenir un grand arbre et pourra devenir cet arbre-là qui va générer du succès. Cette graine, c'est une information, peu importe laquelle. Peu importe laquelle. Aujourd'hui, nous allons dire beaucoup de choses. Nous allons parler de beaucoup de choses, nous allons aborder des concepts qui seront un peu complexes, d'autres seront un peu simples, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons parler des choses et nous allons donner des informations. Et donc, parmi toutes ces informations, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, qui certainement va provoquer le déclic chez vous, ou qui certainement va s'implanter dans votre esprit et va favoriser, qui va être cette graine-là, qui finalement, demain, pourra vous emmener à devenir quelqu'un de beaucoup plus discipliné. C'est pourquoi je vous invite tout de suite d'entrée de jeu à avoir un bloc-notes, un endroit où vous allez écrire, un endroit où vous allez noter donc ce que nous allons nous dire. Comme je l'ai dit, l'idée, ce n'est pas que je puisse faire vraiment beaucoup de minutes. Je suis allé sur 30 minutes et là, il me reste peut-être une vingtaine ou 25 minutes aux alentours. L'idée, c'est vraiment que je puisse être le plus efficace possible tout en étant le plus pertinent possible. Comment nous allons faire aujourd'hui pour pouvoir aborder ce webinaire? Pour commencer, nous avons vu l'introduction et nous allons voir trois modules ensemble. Le premier module, ça sera les prérequis. Les prérequis à quoi? Les prérequis à la discipline. Les prérequis à la réussite. Dans le module 2, nous allons parler de s'organiser pour la vie. Parce qu'une vie, ça s'organise. Ça s'organise comme une entreprise s'organise. Au module 3, nous allons parler de l'autodiscipline efficace. Nous allons voir avec vous, discuter avec vous, parce qu'il s'agit vraiment d'une discussion, vous allez le voir tout au long du webinaire. Et ensuite, nous passerons à la phase des questions-réponses. On l'a dit, on va commencer par les prérequis. Les prérequis. Le premier prérequis déjà qu'il faut qu'on puisse voir et sur lequel il faut qu'on puisse s'entendre, c'est ok, on est en train de participer à un webinaire et ainsi de suite, on va avoir des informations, mais est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir vous donner pour sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir du temps et de l'énergie pour pouvoir sortir de la zone dans laquelle vous êtes ou pour pouvoir progresser si vous êtes déjà assez avancé? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que actuellement vous êtes prêt à pouvoir faire une action? Est-ce que vous êtes réellement engagé? Alors, si vous êtes réellement engagé, merci de me le dire. Ne trouvez pas ça anodin de dire oui ou non, parce qu'en écrivant un oui, c'est une forme d'engagement factuel que vous faites et ça vous aidera beaucoup. Donc, dites si vous êtes engagé dans la barre de discussion, écrivez s'il vous plaît. Dites si vous êtes engagé et après seulement nous pourrons continuer et nous pouvons commencer. Ok, plus que jamais engagé. Oui, je suis engagé. Oui. Ok, je vois qu'on est engagé et ça, c'est super. Maintenant, on peut commencer. Ok. Maintenant qu'on sait qu'on est engagé, commençons déjà par le début. Pour commencer par où il faut commencer. Le développement personnel, comme a dit tout à l'heure le président, ça fait, on va dire, environ 2 ans que nous évoluons dans le domaine. Et le domaine commence par
la connaissance de soi. Le développement personnel commence par là, en vrai. S'engager, c'est bien, mais il faut déjà, pour commencer à travailler, savoir qui vous êtes. On échoue souvent parce qu'on ne sait pas qui on est. Souvenez-vous toujours, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'irez nulle part dans la vie. C'est pas possible. Il faut commencer par connaître et comprendre et accepter votre histoire personnelle. C'est cette histoire qui vous a façonné. Ce sont les événements que vous avez vécus dans votre vie qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et ce que tu as vu dans ta vie, ce que tu as fait dans ta vie, les décisions que tu as prises dans ta vie t'ont emmené exactement où tu es. Les personnes que tu as rencontrées dans ta vie ont eu un impact sur toi, les parents, les amis, les collègues. Il faut commencer par identifier et savoir exactement quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes passions. Qu'est-ce qui t'anime profondément? Quelles sont les activités qui, quand tu les fais, te donnent un sentiment d'accomplissement, te comblent, comme on dit. Quels sont tes talents? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes limites? Dans quel domaine est-ce que tu es naturellement bon? Dans quel domaine est-ce que tu excelles naturellement? Et quelles compétences est-ce que tu as développées jusque-là? N'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Parler en public, communiquer, pouvoir expliquer mieux que quiconque, pouvoir jouer au basket, pouvoir jouer au ballon, pouvoir danser, n'importe quoi. Quelles sont tes ambitions dans la vie? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tout ça sont des questions qu'il faut que tu te poses pour que tu puisses savoir qui tu es. N'oubliez pas, la connaissance de soi est un voyage sans destination finale. Et il y a un gourou qui disait souvent que quelques minutes avant sa mort, il serait encore en train de se découvrir. Et ça, c'est bien, parce qu'au final, on ne se découvre jamais assez. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, sinon on ne va nulle part. Et donc, tout de suite, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu es capable, là, actuellement, de citer 3 qualités et 3 de tes faiblesses? Est-ce que tu en es capable? C'est une question et je voudrais une réponse. Dans la barre de discussion, répondez juste par un oui ou par un non. Ici, l'idée, c'est d'aller vous pousser à chercher ces 3 qualités et ces 3 faiblesses. Est-ce que tu es capable, actuellement, au moment où on parle, de citer pour toi 3 qualités qui te caractérisent et 3 faiblesses qui te caractérisent? Si tu ne connais pas tes qualités, tu ne peux pas savoir sur quoi est-ce que tu marches. Qu'est-ce qui te caractérise exactement? Si tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne peux pas savoir sur quelle zone est-ce que tu dois t'améliorer. Du coup, tu vas un peu nulle part, puisque tu ne sais pas sur quoi tu dois travailler. Alors j'ai Astrid qui dit non, donc de toute évidence pas capable de citer 3 qualités et 3 faiblesses. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Qui d'autre? Alors j'ai Emmanuel qui dit non, qui dit pas du tout, j'imagine qu'il allait dire pas du tout, c'est écrit pas tout, pas du tout, d'accord? Donc pas capable de citer 3 qualités et 3 faiblesses. Quelqu'un d'autre? Président, tu en es capable, super. Je ne vous demande pas de les citer. Je vous demande de me dire si vous en êtes capable ou pas. Oui, capable. Capable, oui. Et il y a Das dans les commentaires qui dit oui. C'est super. Pour ceux qui sont capables de les citer, c'est déjà une bonne base que de savoir quelles sont mes qualités, quelles sont mes faiblesses, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je dois encore travailler. Pour ceux qui ne sont pas capables de les citer, il est important que vous puissiez noter dans le bloc-notes que je vous ai dit, d'avoir, en commençant ce webinaire, être capable de citer 3 qualités et 3 faiblesses. Et c'est un exercice sur lequel vous allez travailler à la fin de ce webinaire. Il faut que vous puissiez être capable de faire une introspection et de savoir exactement, vous, quelles sont vos qualités et quelles sont vos faiblesses. Soyez objectif. Surtout, ne vous éparpillez pas. Soyez capable de citer 3 qualités, 3 faiblesses. Si ça ne commence pas par là, alors, croyez-moi, ça sera difficile qu'on puisse évoluer pour aller plus loin. Alors, le deuxième prérequis, s'il faut le dire comme ça, qu'il faut avoir, c'est déjà un sanctuaire de productivité. On va parler de discipline, on va parler d'organisation, on va revenir d'ailleurs sur le sanctuaire de productivité. Mais c'est quoi un sanctuaire de productivité? Le sanctuaire de productivité, c'est un bureau personnel. Si vous allez dans les entreprises, vous allez voir que chaque chef, chaque employé même, a un bureau, une table,
une chaise, un ordinateur ou alors beaucoup de papiers sur lesquels il travaille. C'est ça qu'on appelle un bureau. Eh bien, votre vie est une entreprise et vous êtes le chef d'entreprise de votre vie. Vous devez avoir un sanctuaire de productivité, un endroit où vous travaillez, un endroit qui caractérise tout ce que vous faites. Un endroit où lorsque vous vous asseyez là, votre subconscient sait que je suis là pour travailler. Un endroit où, quand vous êtes, vous savez que ici, l'esprit même qui m'anime, c'est l'esprit de travail. Et donc, la question que j'ai tout de suite envie de poser ensuite, c'est avez-vous un sanctuaire de productivité? Ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Souvenez-vous, un sanctuaire de productivité, c'est un endroit où vous venez pour être productif. Ça peut être un bureau dans une chambre, ça peut être même au salon quand tout le monde dort, ça peut être à la fac, un endroit qui vous est familier où vous allez souvent bosser, ça peut être n'importe où. Mais est-ce que vous avez un sanctuaire de productivité? Un endroit où vous travailler. C'est un prérequis très important. Très important. Alors, toujours dans la même lancée, on est sur un oui ou sur un non. Sanctuaire de productivité. Il y a Omar Ndao qui dit oui, c'est super. Sanctuaire de productivité, les autres. On a Das qui dit non. D'accord. Sanctuaire de productivité pour tous les autres. On a Emmanuel qui dit non. D'accord. Oui. Oui. Oui, on a un oui. Donc ça fait 2 oui. Sanctuaire de productivité. Ça fait 3 oui et 2 non. Et il y a des gens qui continuent à écrire. Ok. Alors, pour ceux qui ont dit oui, c'est super. On est sur une bonne chose déjà. Vous avez un sanctuaire de productivité, un endroit où vous savez que quand je m'assois ici, c'est pour bosser. Ici, je ne viens pas pour m'amuser, je ne viens pas ici avec WhatsApp et ainsi de suite. Et ça, c'est déjà un grand pas. Pour ceux qui disent non, vous notez donc sur votre carnet avoir un sanctuaire de productivité. Très important. Souvent, les gens pensent qu'on peut travailler n'importe où. Sur le lit, changer un peu, voilà. Souvenez-vous toujours que votre esprit s'adapte. Il est malléable. Et donc, là où vous posez et vous travaillez, chaque jour vous travaillez, votre esprit maintient que là, quand je viens, je m'assois, il faut que je travaille. Il n'y a rien d'autre que travailler. Et ça, c'est très important pour la suite. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu quelques prérequis, on va dire, de la discipline, avoir un sanctuaire de productivité, savoir qui vous êtes, en voyant déjà le module 2, qui va être s'organiser pour la vie. S'organiser pour la vie. Ça sonne bien comme ça, s'organiser pour la vie. Ici, l'idée, c'est qu'on puisse voir avec vous comment est-ce qu'on fait pour pouvoir organiser les domaines de notre vie et voir avec vous quel exercice est-ce que je peux mettre en place pour que tel domaine puisse avancer, que tel domaine puisse évoluer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça commence déjà par construire une certaine boussole intérieure. On l'a dit tout à l'heure. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'irez nulle part, c'est sûr. Et ça passe par clarifier ses valeurs et savoir exactement qui vous êtes. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Il s'agit aussi de savoir quelles sont mes valeurs. L'honnêteté, la créativité, la famille, la sincérité, la spiritualité, et ainsi de suite. Les valeurs qui me caractérisent, qui font que je ne puisse pas transiger dessus. Il faut également être capable d'identifier ses limites pour savoir où est-ce que vous dites non exactement. Que ce soit dans un milieu professionnel ou dans un milieu personnel. Il y a des amis à qui il faut apprendre à dire non quand ils dépassent les bornes. Mais vous ne pourriez pas apprendre à dire non si vous ne connaissez pas ces bornes. Au travail, il y a des choses auxquelles il faut à savoir dire non à son collègue. Dire non, ça ne me parle pas, je n'aime pas. Et vous ne pourrez pas le faire si vous ne savez pas exactement quelles sont vos valeurs. Et il faut également établir des principes directrices de vie, définir une sorte de règle de conduite. J'ai entendu une fois un coach en développement personnel dire que pour sa vie, il avait un statut et un règlement intérieur. Et j'ai entendu des gens rire, et c'est très important, moi ça m'a inspiré, un peu entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a vraiment un document qui s'appelle Statut de ma vie, règlement intérieur de ma vie, où il y a article 1, article 2, article 3, et ainsi de suite pour le règlement. Et ça,
c'est quelque chose qui m'a parlé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, s'il gère sa vie de cette façon, il sait exactement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il sait exactement comment il est encadré et où est-ce qu'il est en train d'aller. Et ça, c'est quelque chose, combien ça vaut, en vrai? Combien ça vaut? La deuxième chose que j'ai tout de suite envie de dire, c'est qu'il faut pouvoir organiser son futur. Alors là, c'est très important. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Quel objectif à long terme est-ce que vous êtes en train de poursuivre? Comment est-ce que vous allez faire pour y arriver? Ça, je pense que c'est la base de toute réussite. J'ai lu un livre, enfin, je ne les lis pas, je les écoute plutôt. J'ai écouté un livre de comment est-ce qu'on appelle déjà? J'ai oublié le nom de l'auteur. Si ça me revient, je vous le dirai. Cet auteur disait que pour lui, personne ne peut arriver à la réussite sans savoir exactement où est-ce qu'il est en train d'aller, sans définir exactement. Et il disait qu'il y avait une étude qui a été faite, et dans cette étude, aux États-Unis, cette étude a été faite aux États-Unis, sur 100% de millionnaires qui étaient comptés aux États-Unis, enfin des millionnaires et des multimillionnaires, ils avaient identifié que au moins 90% à 99%, 90 à 95, je ne sais plus trop les chiffres, mais en tout cas ça dépassait les 90, c'était des gens qui savaient dès le départ où est-ce qu'ils étaient en train d'aller. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et puis après, il y a eu des statistiques, des gens qui sont arrivés aussi là par hasard avec des prêts, des dons, voilà, des héritages familiaux et ainsi de suite. Mais le grand nombre savait exactement où est-ce qu'ils étaient en train d'aller. C'est pourquoi j'ai tout de suite envie de te poser la question, sais-tu exactement ce que tu souhaites devenir dans 5 ans? Mais alors, est-ce que tu es capable de dire dans 5 ans, moi je me vois ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Je ne dis pas que tu y arriveras forcément, mais pour travailler à le devenir, il faut savoir que tu veux le devenir. Et est-ce que tu sais exactement ce que tu souhaites devenir dans 5 ans? Réponds-moi par un oui ou par un non, comme tout à l'heure. Alors, j'ai un non, oui, j'ai un autre, j'ai un oui, j'ai un oui, j'ai das oui, Moderson oui, c'est super. Oui. Oui, 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 ça continue, oui, 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 c'est super, c'est super, c'est super. Et ça va être une bonne base pour pouvoir voir tout ce qu'on va voir ensuite. Alors, là, on sait exactement ce que je vais devenir moi dans 5 ans. À partir de là, je pense qu'on peut évoluer. Alors, pour la personne qui a dit non, j'inviterai cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, à noter sur son bloc-notes. Voilà pourquoi je vais demander d'avoir un bloc-notes. Faire une introspection et définir exactement ce que tu veux pour toi dans 5 ans. Ce que tu veux pour toi dans 10 ans. Et il faut que ce soit très précis. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure avec des objectifs SMART. Mais il faut que ce soit très très précis. Bien. L'autre chose qu'il faut organiser, c'est aussi organiser son temps. Alors, ici, l'idée, c'est pas qu'on puisse entrer en profondeur pour savoir exactement comment est-ce que ça va se passer, et ainsi de suite. Mais organiser son temps, c'est une compétence. Ça s'apprend. Il y a différentes méthodes qui existent d'organisation de temps. Il y a la méthode du time blocking qui consiste à bloquer des heures, tout simplement. Il y a plusieurs autres méthodes qui existent. On a fait tout un webinaire dessus la dernière fois où on parlait du task batching et ainsi de suite, où ce sont des méthodes faites pour pouvoir gérer son temps. Vous pouvez aller sur les différentes formations de MindUp, vous allez retrouver toute une session que j'ai faite sur la gestion du temps et productivité, ou vous pouvez taper sur Internet technique de gestion de temps. Vous allez voir et trouver la technique qui s'adapte à vous. Mais organiser son temps, c'est une grande marque de grandeur. Si vous ne pouvez pas organiser votre temps, il y a de fortes chances qu'au final, c'est votre temps qui puisse avoir raison de vous. Vous finirez par être en train de mourir et en train de vous dire, mon Dieu, si seulement j'avais pu faire ça, 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 ça et ça. Et ça, c'est très important de pouvoir le comprendre. Organiser son temps. L'autre chose qu'il faut organiser, c'est son espace de travail. On a parlé tout à l'heure d'avoir un sanctuaire de productivité. Un sanctuaire de productivité. L'idée, c'est que ce sanctuaire de productivité puisse
te donner envie de venir travailler. Par exemple, ta table doit être désencombrée. Il faut se débarrasser de tout ce qui est inutile, tout ce qui est obsolète. Il faut que tu puisses adopter, en général, c'est ce que je conseille, une approche minimaliste où, moi par exemple, au moment où je vous parle, il y a mon ordinateur, mon téléphone, il y a mon bloc-notes et c'est tout. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Et c'est parce que c'est minimaliste que ça n'encombre pas mon esprit au point de ne pas au point de me pousser à ne pas travailler. C'est-à-dire qu'il y a une certaine ergonomie qui fait que je puisse avoir envie de venir m'asseoir dessus. Et quand je viens m'asseoir comme ça dessus, je travaille. C'est pourquoi l'espace de travail dans lequel vous êtes doit être aménagé et confortable. Mes amis, n'hésitez pas à investir de l'argent pour l'espace où vous travaillez. S'il faut acheter un fauteuil, comment est-ce qu'on appelle ça, une chaise orthopédique, faites-le. Investissez dans le matériel de qualité. C'est très important. Achetez une table convenable avec un tiroir où vous avez un stylo, un bloc-notes. Achetez des outils pour pouvoir travailler. Les gens ont souvent la flemme, peur d'investir sur eux-mêmes. Alors que, pourquoi les entreprises dépensent autant pour acheter des chaises orthopédiques, des tables de bureau en marbre et ainsi de suite? C'est pour que l'ergonomie et l'espace de travail puissent être plaisants. Ils mettent du déodorant, ils mettent des... C'est pour que vous ayez envie d'être là pour travailler. Et ça, c'est très important. Si vous pouvez le faire pour une entreprise, pour votre entreprise, faites-le pour vous. À la maison, il faut que vous ayez un espace de travail. Pour ceux qui ont l'argent, ils ont même des bureaux, carrément, chez eux, où tout est bien rangé. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le bureau, vous avez envie d'y rester. Et c'est parce que vous vous sentez bien dans votre espace de travail que vous pouvez déjà être productif. C'est pourquoi il faut optimiser au maximum cet espace de travail. Ici, l'idée, c'est de comprendre que vous n'allez pas le faire demain. Mais pour ceux qui n'ont pas d'espace de travail encore, il faut, comme je l'ai dit, commencer à planter la graine qui vous fera avoir cet espace de travail demain. L'autre chose qu'il faut organiser, c'est vos finances. Alors, personne ne réussit durablement dans la vie sans organiser ses finances, c'est pas possible. Et comme je l'ai toujours dit, la base de la gestion financière, c'est la budgétisation. Si vous ne budgétisez pas, mon Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous gérez mal votre argent. Parce que toutes les écoles s'accordent à le dire. Sans budgétisation, il n'y a pas de gestion financière. Tout comme sans liste de tâches, il n'y a pas de gestion de temps. D'accord? C'est pourquoi il est important d'avoir une budgétisation, déjà pour commencer. Et une rigueur sur cette budgétisation. Si vous n'avez pas un système de suivi de vos dépenses et de vos revenus, difficilement vous allez bien gérer votre argent. Finalement, vous allez vous retrouver à dépenser n'importe comment et finir au final par dilapider votre argent. Pour les étudiants qui sont sur le webinaire et qui m'écoutent, dire que je reçois encore de l'argent de papa et maman, donc je n'ai pas à budgétiser. Souvenez-vous toujours, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Si vous n'êtes pas capable de budgétiser l'argent qu'on vous envoie chaque fin du mois, parce que c'est comme un salaire, au final, vous ne serez pas capable de budgétiser une fois que vous aurez un salaire. Non, vous ne serez pas capable parce que tout simplement, vous n'aurez pas musclé cette habitude, on le verra tout à l'heure. C'est pourquoi il faut avoir un suivi des dépenses, et faire en sorte que vous puissiez avoir une budgétisation claire et précise. Et ça m'amène à tout de suite vous poser la question, sur une échelle de 1 à 5, à quel point tes finances sont-ils bien gérées? Sur une échelle de 1 à 5. Sur 1 à 5. Est-ce que vous pensez que c'est 1? Alors j'ai Das qui dit 2. D'accord. J'ai Omar qui dit 3. D'accord. Les autres. J'ai du D qui dit 4. J'ai Emmanuel qui dit 4. J'ai Astrid qui dit 2. J'ai Moderson qui dit 5. J'ai Gédéon qui dit 3. Ok. C'est super. Alors, ce qui est sûr, ensuite, j'ai Gercy qui dit 1. 4. 4. Ok. Alors, souvenez-vous toujours en termes de budgétisation, ce qui compte, au final, c'est que vous puissiez avoir une vision claire des entrées
et de sortie. Et si je peux rester un peu dessus, parce que c'est un sujet assez délicat, assez important, je dirais ceci, pour ceux qui disent 1, 2 et 3. Je dirais ceci. Souvenez-vous toujours, la pire erreur que vous puissiez commettre, c'est de vivre au-dessus de vos revenus. C'est-à-dire, moi je reçois 10 000 chaque fin du mois et je veux me mettre à vivre comme quelqu'un qui reçoit 15 000 chaque fin du mois. Croyez-moi, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Premièrement, parce que vous n'aurez jamais d'économie. Deuxièmement, parce que ça va vous obliger à vous endetter. Et troisièmement, parce que des dettes à long terme finissent par tuer vos finances. La dette, c'est la pire chose qui puisse arriver en termes de finances. Et pour ça, je vous conseillerais un livre qui s'intitule L'homme le plus riche de Babylone. Vous pouvez le trouver en livre audio sur YouTube, totalement gratuitement, ou vous pouvez l'acheter. L'homme le plus riche de Babylone. C'est, je pense, pour moi, à mon avis, l'un des meilleurs livres en termes de gestion financière. Vous apprendrez à vous payer vous-même dans un premier temps. Vous apprendrez à vivre en deçà de vos revenus. C'est-à-dire que normalement, si je reçois 10 000 ou mes revenus ou mes entrées sont de 10 000, je ne devrais pas vivre comme quelqu'un qui reçoit 10 000. Je devrais vivre comme quelqu'un qui reçoit 5 000 tout au plus. Pourquoi? Parce que je dois investir, je dois me payer moi-même, je dois économiser, et ainsi de suite. Et donc, l'idée ici, c'est pas de rentrer en profondeur, mais l'idée, c'est de poser les bases pour que vous puissiez savoir que il y a un chemin qui existe pour la gestion financière. C'est une compétence. Et si, maintenant, vous ne gérez pas bien vos finances, souvenez-vous, vous n'allez pas bien les gérer quand vous aurez beaucoup d'argent. Parce que l'erreur, c'est là, c'est de se dire, ouais, quand j'aurai plus, je vais mieux gérer. C'est une grave erreur. Quand vous aurez plus, vous allez gérer exactement de la même manière que vous gérez maintenant, donc mal. C'est pourquoi, avec le peu que vous avez, gérez bien. Et vous verrez que ça s'arrangera. Alors, j'ai dit l'homme le plus riche de Babylone. Bien. L'autre chose, surtout qu'il faut avoir, c'est d'avoir une sorte de vision board. Le vision board, c'est un outil de visualisation créative qui vous permet de clarifier vos objectifs, de renforcer votre motivation et d'attirer vos visions, d'attirer vos désirs et aussi votre vision à vous. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais je conseille toujours aux gens de l'avoir parce que ça permet de garder un cap vers où on va. Et ça permet d'être assez posé. Bien, maintenant on a vu qu'est-ce qu'il faut organiser exactement dans la vie pour pouvoir faire en sorte d'être bon. Maintenant voyons ensemble l'autodiscipline efficace. Je pense que c'est le noyau dur et c'est le cœur même de ce webinaire. L'autodiscipline. Pour commencer, permettez-moi on va dire, de voyager un peu dans une balade intellectuelle. Alors, cet homme que vous voyez projeté s'appelle Jocko Willink. Pour lui, il a écrit un livre qui s'appelle Discipline Equals Freedom. Donc, la discipline, c'est la liberté. Et dans ce livre, il dit que la discipline pour lui, c'est de pouvoir se dépasser. C'est d'être quelqu'un aujourd'hui et quelqu'un de meilleur demain. Il y a également cet autre homme qui s'appelle David Goggins. Certainement que vous avez déjà entendu parler de lui. Vous pouvez voir sur la photo qui est projetée comment il était gros et gras et comment il est devenu musclé avec un corps d'athlète. Alors, lui également a écrit un livre. Je pense que le titre de son livre, c'est Plus jamais je ne serai triste ou plus jamais je n'aurai mal, quelque chose comme ça. Où il dit que la discipline pour lui, c'est faire ce que l'on déteste. C'est faire ce qui nous fait mal. C'est faire même quand on n'a pas envie de faire. C'est ça la discipline pour lui. Et ensuite, on a cet homme qui s'appelle Idriss Aberkan, qui pour lui, c'est un homme très intelligent, pour ceux qui le connaissent. Idriss Aberkan est surnommé l'homme qui sait tout. En France, il y a deux personnages principalement qu'on appelle l'homme qui sait tout. Il y a Idriss Aberkan et il y a un vieux dont j'ai oublié le nom m'échappe. Alors, si ça me revient, peut-être je vais le dire, mais le nom m'échappe. Mais en tout cas, ils sont à deux, qu'on appelle les hommes qui savent tout. Et lui, en tout cas, on dit qu'il sait tout. Il est titulaire de plusieurs diplômes. En tout cas, il est très fort. Très fort, très très fort. Alors, pour lui, il dit que la discipline, ce n'est pas se dépasser en tant que tel, ce n'est pas faire ce qu'on a envie de faire, même quand on a envie. Pour lui, c'est même le contraire. Pour lui, on ne peut être discipliné que quand on aime ce que l'on fait. C'est-à-dire que je ne peux pas être discipliné si j'aime pas ce que je fais. Pour lui, ça n'a pas de sens.
Et il dit qu'il est arrivé jusque-là, toutes les connaissances qu'il a. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez, vous pouvez taper Idriss Aberkane. Vous allez voir qu'il balaie un grand nombre de sujets. La neuroscience, la politique, la philosophie, et en détail, s'il vous plaît. Et lui, il dit qu'il est arrivé là, à ce niveau de connaissance, ce niveau de compétence, parce qu'il aime apprendre. Parce que c'est une passion pour lui. Et pour lui, il n'y a pas de discipline sans amour de ce que l'on fait. Et que pour lui, en fait, travailler, c'est un peu comme un jeu qu'il faut aimer faire. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui le rejoint, il s'appelle David Laroche, qui dit, c'est un coach en développement personnel, qui dit également que pour lui, un enfant qui joue aux jeux vidéo, il serait très très discipliné à jouer à son jeu vidéo. Ou quand, si on met une récompense en jeu, pour lui permettre de faire quelque chose, ben tout de suite il aimera quelque chose, ça lui donne la motivation pour pouvoir le faire. Donc pour lui, la discipline, c'est pas forcément se déplacer, mais c'est pouvoir faire quelque chose quand on aime le faire. Et ensuite, il y a Brian Tracy, qui est un expert en développement personnel, qui a écrit plusieurs ouvrages en développement personnel, un très grand coach, il est d'origine canadienne. Lui, pour lui, être discipliné, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de discipline sans atteindre des objectifs. Pour lui, c'est clair. La discipline, pour lui, c'est j'ai un objectif et je l'atteins. Point barre. Et du coup, dans mes recherches, je me suis dit, au final, qui a tort, qui a raison? C'est quoi la discipline? Finalement, c'est quoi? Et ça m'emmène à te poser la question, du coup, pour toi, c'est quoi la discipline? En une phrase, s'il fallait que tu puisses dire pour toi qu'est-ce que c'est que la discipline, qu'est-ce que tu dirais? À vos claviers ou à vos micros, dites-moi, pour vous, c'est quoi la discipline? Ah, là tout de suite, ça ne vient pas tout de suite. Tout à l'heure, avec les 1 et les 2, ça venait rapidement. Mais c'est quoi pour vous la discipline? Ne jamais abandonner. Ok. Ne jamais abandonner. Recommencer encore et encore. D'accord. On a une définition. Ne jamais abandonner. Recommencer encore et encore. On a Das qui dit la discipline pour lui, c'est savoir faire des choses en accord avec ses objectifs, même quand on n'aime pas, et y persister dans le temps. Ok, je reprends. Savoir faire des choses en accord avec ses objectifs, même quand on n'aime pas, et y persister dans le temps. On a Emmanuel qui dit c'est rester constant tout le temps. D'accord? On a Astrid qui dit c'est faire avec constance. D'accord? Mais du coup, vous n'êtes pas d'accord avec la définition d'Idriss Aberkane? Je signale quand même qu'Idriss Aberkane est connu pour avoir un quotient intellectuel très élevé. Vous pouvez toujours me répondre, on discute, dites-moi, vous n'êtes pas d'accord avec sa définition? Parce que j'ai plus l'impression que vous êtes sur une notion de résilience. Hmm? Oui, allez-y, bien sûr. Je pense que c'est la même chose que dit à la fin de dire en fait. Sauf que lui, il le fait avec passion. Ok. Parce que de toute façon, quand on fait quelque chose avec passion, tu ne peux pas résister au travail de recommencer encore et encore et de la réussir encore. Donc, il fait de ses passions, parce que souvent, quand on fait ses passions, on n'a pas de souvenir. Nous, on peut peut-être faire des passions pendant un an, ou développer sa passion. Donc, c'est Mhm. difficile, je suis pour la vie, je ne peux pas avoir ce que tu fais en termes de passion. Surtout après que tu n'as pas ressenti ça comme une difficulté. Mhm. Ok. Ok. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de définitions sur la discipline. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est rester constant tout le temps. Il y a Dudley qui dit c'est une ligne de conduite à observer pour atteindre un but. Donc cette définition-là rejoint plutôt celle de Brian Tracy. Ok. Alors, est-ce qu'on s'accordera au moins à dire que dans tous les cas, dans tous les cas, sans objectif, il n'y a pas de discipline? Est-ce qu'on s'accordera à dire au moins ça? Peu importe la subjectivité de nos réponses, peu importe
le caractère, en tout cas, personnel, parce qu'après, j'imagine que c'est en fonction de nos lunettes qu'on voit hein, ce que c'est que la discipline, mais est-ce qu'on s'accorde au moins à dire que sans objectif, il n'y a pas de discipline? D'accord? Il y a Emmanuel qui dit non, on ne s'accorde pas à dire ça. D'accord? Pourquoi Emmanuel? Dis-nous. Tu peux parler hein, ou bien tu peux écrire. Bonsoir. Ce qui est un objectif. Ok, bon, mais il faut qu'on se comprenne. Ouais, je suis un peu perdu. Si tu veux pouvoir lire chaque jour, c'est un objectif, n'est-ce pas? On est d'accord que c'est un objectif, ou bien? Lire chaque jour, c'est un objectif, ou bien je me trompe? Emmanuel, est-ce que tu es là? Pourquoi? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y a des gens qui ont levé la main. Je vais donner la parole à... Oui, à Dudley. Oui, allez-y. Bien, merci. Mhm. Ok, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que, en fait, ce qu'il est en train d'essayer de dire, c'est que la discipline peut devenir, en fait, une routine. Sans viser un objectif précis. Ok, ok. Oui, oui. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait le point de vue. Docteur, oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que selon cet étude, on peut revenir sur le fait que sans objectif, on ne peut pas y avoir de discipline. Mhm, mhm, mhm. Même, je peux vous dire que c'est un peu toujours de faire un motif d'amour sur l'instant. Sur l'instant, c'est une situation de objectif. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire quelque chose qu'on lâche un peu. Après ça, c'est ça fonctionne. Ça veut pas dire que les objectifs sont faits. Ça veut pas dire que c'est ça. Ça veut dire que, ça veut dire que,
Mhm. 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 Super. Ok. Est-ce que Emmanuel, du coup, tu as quelque chose à redire? Ça, là, du coup, le docteur, il vient de dire que peu importe ce que tu vises ou peu importe ce que tu fais, au final, il y a toujours un objectif, même très très spécifique, même très très, on va dire, subjectif, hein, qui n'est pas mesurable. Mais au final, il y a toujours un objectif. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça, Emmanuel? Ok, ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir. On va y revenir, hein. De toute façon, il y a un diapo, il y a tout un diapo dessus. Donc, je vais, euh, je vais passer ensuite, on va y revenir. Je pense que c'est dans deux diapos, de toute façon. Alors, ce qui est sûr, c'est que les objectifs ne sont pas seulement des cibles à atteindre, mais en soi, ça va être des moteurs qui propulsent notre vie vers l'avant. Je m'explique. Si moi je veux devenir président de la République, ça change tout. Ça change tout, les amis, ça change tout. Ça change ma manière de vivre, ça change ma manière de manger, ça change ma manière de m'habiller, ça change ma manière de parler, ça change ma manière de voir les choses. Ça change tout ce que je lis, tout ce que je vois. Et les objectifs, au final, deviennent en fait des cibles à atteindre. Alors, voyons maintenant ce que c'est qu'un objectif. Et c'est là le cœur du débat. C'est là le cœur de tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. C'est quoi un objectif en tant que tel? Un objectif, pour qu'il puisse être appelé en tant que tel comme un objectif, il faut déjà qu'il puisse être smart. Toutes les écoles en communication, toutes les écoles en développement personnel s'accordent à dire qu'un objectif, en tout cas, pour qu'il puisse être appelé en tant que tel objectif, il faut qu'il puisse être smart. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être spécifique, il faut qu'il puisse être mesurable, il faut qu'il puisse être atteignable, il faut qu'il puisse être réaliste et il faut qu'il puisse être temporaire. Alors, j'écorche peut-être que ce que j'ai dit tout à l'heure. Un bon objectif doit être smart, d'accord? Vous pouvez avoir des objectifs, mais un bon objectif, en tout cas un objectif qui a plus de chances d'être réalisé, doit être smart, d'accord? Spécifique veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préciser ce que vous voulez faire exactement, avec des verbes d'action. Mesurable veut dire quoi? Mesurable veut dire qu'il y a une sorte de suivi, une sorte d'évaluation vis-à-vis de mon objectif. Je peux savoir où est-ce que j'en suis exactement. Et utiliser des indicateurs précis. Atteignable, c'est l'objectif doit être je dois être capable de réaliser mon objectif, d'accord? Et il doit être dans mon champ d'action. L'objectif doit être réaliste, c'est-à-dire qu'il doit être aligné avec mes valeurs, aligné avec ma circonstance, ma condition, mon contexte. Et au final, l'objectif doit être temporel, c'est très important. L'objectif doit être défini dans le temps. Je dois savoir exactement à quel moment est-ce que je suis censé atteindre cet objectif. Maintenant, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il y a différents types d'objectifs. Il y a des objectifs à long terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à court terme et des objectifs quotidiens. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Les objectifs quotidiens ne sont pas quantifiables. Je peux vouloir aujourd'hui lire un livre. Chaque jour, pendant, je sais pas moi, pendant tout le temps. Je peux vouloir aller à la salle une fois par semaine pendant tout le temps. Voilà, c'est tout. Peu importe combien de pompes je fais, combien de squats je fais, peu importe combien de pages je lis, bah, c'est un objectif. C'est un objectif quotidien. L'idée, c'est d'avoir un objectif à long terme, un idéal. Au final, si je lis un livre, c'est bien, mais c'est mieux si je lis un livre parce que je suis en train de chercher telle information en particulier. C'est-à-dire, si je dois séparer deux personnes, X et Y, X lit parce qu'il doit lire, parce qu'il trouve que c'est bien de lire, et c'est très bien, mais Y lit parce que lui, il doit devenir expert en logistique et transport. Donc naturellement, il ne va pas tout lire.
il va lire, il va privilégier, autant pour moi, tout ce qui a trait à la logistique au transport. Il lit parce qu'il veut devenir président de la République, il veut devenir ministre, il vise l'OMS, il vise l'ONU, il vise, je ne sais pas moi, une ONG quelconque. Il lit pour acquérir des compétences, des savoirs qui sont en rapport avec son objectif à long terme. Son objectif quotidien est calqué sur son objectif à long terme. Y sera toujours beaucoup plus efficace que X. X va acquérir des compétences, des connaissances, un peu à la va ici et là, qui ne seront jamais profondes, mais Y va acquérir des compétences spécifiques parce que son objectif quotidien est calqué à son objectif à long terme. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Faire, c'est bien, mais faire avec une direction, c'est mieux. Et c'est seulement parce que c'est comme ça que finalement, on s'en sort. Du coup, je me permets d'arrêter de parler pour redemander, est-ce qu'à ce stade, on est tous d'accord? Ou est-ce qu'il y a encore un débat? Je commencerai par Emmanuel. Est-ce que tu es toujours là, Emmanuel? Est-ce que tu es toujours là, Emmanuel? Ok. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu penses que c'est de ça qu'il s'agit ou bien tu penses que, voilà, tu campes sur ta position? Tu as le droit, hein? On est absolument... Ok. Dans ce contexte, tu es d'accord. Super. Du coup, docteur, est-ce que vous êtes là? Ok. Est-ce que on est bon aussi avec ça? Oui, oui, tout à fait d'accord, merci. Ok, super. Du coup, c'est comme on le disait, au final, un objectif sans plan, ça va être un vœu. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry qui le disait. Alors, la question que j'ai tout de suite envie de poser, c'est, au moment où on parle, as-tu des objectifs SMART à court, moyen et long terme? Ici, je me permets de m'arrêter avant que vous puissiez répondre. C'est très important. Quand on dit avoir des objectifs SMART à court, moyen et long terme, c'est il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. Moi, pour ma carrière de médecin, mes amis, dans 5 ans, je sais exactement où est-ce que je souhaite être et je sais exactement quelles sont les actions que je mets en place pour pouvoir y arriver. C'est très important. Vous voulez être riche. C'est quoi être riche? Est-ce que c'est 5 millions de francs CFA pour vous? Est-ce que c'est 2 millions de francs CFA? Est-ce que c'est 5 millions de dollars? Est-ce que c'est quoi être riche pour vous? Est-ce que c'est une villa aux États-Unis, une villa au Congo, au Sénégal? C'est quoi être riche? Est-ce que vous savez exactement de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie dans 5 ans? Mais avec précision. Si vous voulez une villa, vous la voulez où? Dans quel quartier? Vous voulez quel montant dans votre compte en banque pour que vous puissiez être comblé, vous pouvez être satisfait ou satisfaite? Vous voulez occuper quel poste exactement? Est-ce que vous voulez avoir une entreprise ou pas? Ou vous voulez être entrepreneur? Ou vous voulez être salarié? Est-ce que vous voulez travailler toute votre vie? À quel âge vous envisagez votre retraite? Comment vous envisagez votre retraite? Tout ça, on ne dit pas que ça va forcément arriver, mais il y a une citation qui dit, j'ai lu un livre qui s'appelle Stratégie, qui dit, c'est une belle citation, elle dit que la stratégie soustrait aux stratèges de la dictature du moment présent. C'est-à-dire que quand vous ne planifiez pas, vous subissez la dictature du moment présent. Le moment présent vous impose sa dictature. Et c'est seulement parce que vous créez votre propre futur que le moment présent finalement n'a plus d'emprise pour vous, n'a plus d'emprise sur vous, parce que c'est vous qui créez le futur. Vous êtes co-créateur avec Dieu de votre propre futur. Et quand je dis co-créateur, c'est vous avez le premier mot sur votre futur et Dieu a le dernier mot. Ça veut dire que si vous n'avez pas de mot, bah Dieu décidera pour vous. J'étais en train de dire un jour pendant un webinaire que si deux voisins qui sont côte à côte font des prières à Dieu et que l'un, qui va s'appeler X, demande à Dieu une entreprise et que l'autre qui va s'appeler Y demande à Dieu un travail, il y a des fortes chances que voilà, Y puisse travailler dans l'entreprise de X. Dieu aurait exaucé les deux prières.
Il aura exaucé les deux prières. La seule différence, c'est que celui qui a demandé une entreprise aura une entreprise et celui qui a demandé à être salarié sera un salarié. Donc si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, vous finirez par subir la vie. Et donc, on y va, on répond. As-tu des objectifs SMART à court, moyen et long terme au moment où on parle? À vous le clavier, à vous le micro. Oui. Oui, merci docteur. J'ai Omar Dao qui dit oui. Les autres? J'ai Moderson qui dit oui. J'ai Jersey qui dit oui. J'ai Emmanuel qui dit oui. C'est super. Il me semble que tout le monde a des objectifs et ça c'est parfait. C'est magnifique. Alors, oui, j'ai Maïmouna qui dit oui. J'ai Dudley qui dit oui. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant qu'on sait tout ça, brisons ensemble déjà quelques mythes sur la discipline. La première chose à savoir, c'est que la discipline n'est pas une privation. Non. La réalité, c'est que c'est une liberté, en vrai. Si vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez faire, vous avez tout de suite la possibilité de pouvoir être libre de vos choix. La discipline n'est pas également innée. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah oui, moi je suis pas discipliné, moi je... » Voilà. Vous savez, dans la vie, il y a un livre qui s'appelle Mindset, que je conseille aussi. Ça se vend un peu partout, là, je vois ça partout quand je marche là. Dans ce livre, l'auteur a fait des recherches sur deux types de mindset. Il a découvert qu'il y a deux types de mindset. Un mindset fixe et un mindset de croissance. Vous savez, le mindset fixe, c'est le genre de personnes qui se disent que les choses sont comme ça et qu'ils sont censés être comme ça et qu'ils resteront comme ça. C'est le genre de personnes qui, vous lui dites, ah mais lui il est intelligent, ah lui il est pour lui seulement intelligent, il est né comme ça. Il sous-entend que lui n'est pas intelligent et qu'il n'est pas intelligent, il est né comme ça. Donc lui-même, dans son mindset, pense que lui-même n'évoluera jamais. C'est un mindset des gens pauvres qui se disent, ah, nous on est pour nous pauvres, hein, et là-bas ils sont riches, on n'est pas de la même catégorie. C'est parce que dans leur mindset, ils se disent, vraiment, moi je suis pauvre, je suis pauvre, je ne peux pas être autre chose que pauvre. Le mindset fixe, c'est le mindset de la personne qui se dit, ah, ça là, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Et quand on commence à réfléchir comme ça, on prend des conseils pour des attaques. Quand quelqu'un vient te dire, oui, mais j'ai pas aimé quand tu as fait ceci, quand tu as fait cela, la personne entend, donc tu insinues que je suis une mauvaise personne. Parce que pour ce genre de personne, l'acte et la personne deviennent la même personne. Et c'est le genre de personne qui, même quand il te fait un reproche, te dira, tu es bête, hein. Il ne différencie pas dans sa tête l'acte que tu as posé et ta personne. Et une personne intelligente peut poser un acte qui est tout à fait bête. C'est possible. Mais cette personne, pour lui, dans sa tête, c'est il a fait quelque chose d'idiot, donc il est idiot. Et de l'autre côté, il y a un mindset de croissance. Le mindset de croissance, c'est de se dire que les gens évoluent, les gens changent. Et donc, je peux être pauvre aujourd'hui parce que je n'ai rien, mais demain, ça peut changer. Et même que demain, ça va changer. Le mindset de croissance, c'est lui qui dit à la personne, il n'attaque pas la personne, il attaque la chose qu'a fait la personne. Et même en termes de communication, ça se fait voir. Il ne dit pas, ah, tu es nul. Non. Il dit, ce que tu as fait, tu aurais pu mieux le faire. Voilà comment tu aurais pu mieux le faire. Il dit, ah, ce que vous dites, excusez-moi, mais ce n'est pas très logique. Voilà ce qui est adapté. Il fait une différence entre ce que la personne dit, ce que la personne fait, et la personne. Parce que les personnes sont mobiles, ils sont dynamiques, ils évoluent. Et donc, croire qu'il y a certaines personnes qui sont disciplinées et d'autres qui ne le sont pas par la naissance, c'est avoir un mindset fixe. En vrai, la discipline est un muscle. Ça se travaille. Comme tout sur cette terre, ça se travaille. C'est une compétence qui s'acquiert. Vous aussi, toi aussi, tu peux être discipliné. Moi aussi, je peux être discipliné. Et la discipline n'a rien d'ennuyeux, au contraire. Il faut juste avoir, au final, des tics qui nous permettent de s'en sortir. Je le disais tout à l'heure, la discipline est un muscle. C'est un muscle. Et il y a Henry Ford qui disait, c'est le créateur de la marque Ford, qui disait que l'autodiscipline est la magie qui fait de l'impossible
possible. Ça, c'est un super pouvoir que l'autodiscipline. Et pour pouvoir atteindre l'autodiscipline, la première étape, c'est déjà se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporaires. De telle sorte que vous puissiez suivre vos progrès. Il disait aussi que pour pouvoir donner un sens à la discipline, récompensez vos succès. Quand vous faites quelque chose qui a du sens, offrez-vous quelque chose. Offrez-vous un solo date, par exemple, aller dans un restaurant et manger quelque chose parce que vous avez fait une réussite. Si c'était quelqu'un d'autre dans votre entourage qui avait réussi quelque chose, vous leur aurez donné quelque chose. Pourquoi pas vous? L'autodiscipline, c'est aussi savoir se récompenser. Voyons ensemble, voyons ensemble quelques ennemis de la discipline. Je dirais que le premier ennemi de la discipline, c'est la procrastination. La procrastination, mon Dieu. La procrastination intervient souvent quand on a peur de l'échec, parce qu'on surestime la tâche à accomplir ou qu'on sous-estime la tâche à accomplir. Quand on sous-estime la tâche à accomplir, c'est rien, je vais faire ça demain. Ou alors on surestime, on se dit, ça là, c'est trop gros, j'ai la flemme, je vais faire ça demain. Souvent parce qu'on manque de motivation, parce qu'on a trop scrollé sur TikTok, sur Instagram, donc on a épuisé notre taux de dopamine, on n'en a pas assez, donc voilà. On a la flemme, on fait tout simplement pas. Et les solutions qui peuvent aller avec la procrastination, la première, celle qui marche avec moi en tout cas, j'ai souvent l'habitude de dire à mes amis, moi je suis très flemmard, et mes amis me disent, Didi, non, toi tu n'es pas flemmard, et tout ce que tu fais, toi tu es partout, on te voit partout, tu es dans les webinaires, tu es dans les conférences, ainsi de suite, tu es dans les formations et tout. Je leur dis pourtant, écoutez, je sais, mais je suis très flemmard. Ils me disent, non, c'est pas possible. Et pourtant, si, je suis pourtant quelqu'un de très flemmard. Moi aussi, j'ai la mauvaise habitude de traîner sur TikTok. Moi aussi, j'ai la mauvaise habitude de traîner sur Instagram et d'épuiser mon taux de dopamine. Et c'est très important que je puisse vous le dire pour que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas du tout différents. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, je puisse être capable de produire tout ce que je produis? Tout simplement parce que j'ai lu un livre récemment, enfin, pas puisque je parle récemment, ça fait quand même longtemps, c'est il y a 2 ans à 3 ans, je pense. Et ce livre disait que la plus grande chose qui peut vous faire sortir de vous, c'est en général l'engagement. Et l'engagement est quelque chose de très puissant. Et vous savez, pour vous raconter une petite anecdote, lorsque j'ai fait mon premier webinaire MindUp, souvenez-vous que MindUp a commencé depuis janvier 2025. Mon premier webinaire MindUp, j'ai fait au moins 3 mois avant de pouvoir lancer le webinaire. Tout simplement parce que c'était un webinaire sur la dépendance affective et j'ai procrastiné pendant 3 mois pour pouvoir ne serait-ce que finir d'écrire mon document de présentation. Le document de présentation, c'est un peu ce que vous voyez en termes de diapo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois plus tard, je me suis dit, mais tiens, mais comment ça se fait, Dédi, que tu puisses être là 3 mois, ça fait longtemps que tu n'arrives pas à finir un seul document et tu comptes faire des webinaires, parce que j'avais pour objectif de faire des webinaires chaque dimanche. Et tu comptes faire des webinaires chaque dimanche, mais c'est pas possible. Et ce que j'ai fait, je me suis souvenu de ce que j'ai appris dans ce livre-là, et c'est d'ailleurs ce qui certainement va se passer, c'est que vous allez certainement passer un coup de temps où vous n'allez rien faire, et après vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit dans ce webinaire. Je me suis souvenu de ce que j'ai lu dans ce livre qui disait que l'engagement était vraiment quelque chose qui nous faisait sortir de nous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une affiche, j'ai publié. J'ai dit, voilà, Dédi Carin, webinaire sur la dépendance affective, tel dimanche. Mon document n'était même pas prêt. C'est parce que j'ai fait ça qu'au final, j'ai pu finir le document. Et croyez-moi, j'ai fait au moins 3 mois comme ça de suite, où chaque dimanche, pendant que j'annonçais le webinaire, je n'avais pas écrit un seul diapositive du webinaire. Et c'est seulement parce que je me suis engagé auprès des gens que j'ai pu faire quelque chose. Parce que certainement, mon identité était mise en valeur, mon identité, ma marque personnelle était mise en évidence, il fallait que je puisse faire quelque chose. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose que vous devez faire depuis longtemps et que vous ne le faites pas parce que vous procrastinez, essayez de vous engager. Engagez-vous auprès des proches, engagez-vous aux yeux du monde, engagez-vous auprès de votre père, de votre mère, de votre meilleur ami, de vos amis. Dites à tout le monde que vous allez faire quelque chose, même quand vous ne sentez pas l'énergie de le faire. Je vous assure que vous allez le faire finalement. Parce que votre image compte pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous fera gagner beaucoup en termes de procrastination. Et l'autre ennemi de la discipline, ça va être la distraction. Notifications, réseaux sociaux,
Tout le monde est soumis à ça. Moi-même, je suis soumis à ça. Et souvenez-vous toujours, tout le monde, l'homme le plus riche du monde a exactement les mêmes 24 heures que vous et est soumis exactement aux mêmes tentations que vous. Moi-même, je suis soumis aux mêmes tentations que vous. Les coachs que vous voyez sur Internet sont soumis aux mêmes tentations que vous. Eux aussi connaissent TikTok, eux aussi connaissent Instagram, eux aussi connaissent toutes les distractions du monde. C'est pourquoi, souvenez-vous, que c'est à vous de faire la différence. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un environnement de travail. C'est très important. Ayez un bureau où, quand vous y êtes, vous désactivez toutes sortes de notifications. Aujourd'hui, heureusement pour nous, on a des téléphones où on peut désactiver des notifications. Avec des iPhones, des Android, on peut le faire. Faites-le. Créez un environnement où la distraction n'existe plus. Et vous verrez que tout de suite, ça change beaucoup de choses. L'autre ennemi de la discipline, ça va être le perfectionniste. Les perfectionnistes sont des gens qui veulent toujours que tout soit parfait. Moi, il faut que ça soit parfait. Moi, si vraiment c'est pas parfait, je me lance pas, et ainsi de suite. Souvent parce qu'ils ont peur qu'on puisse juger leur travail et ils ont ce problème de lâcher prise parce que pour eux, il faut que tout puisse être réuni pour pouvoir se lancer. Souvenez-vous toujours, la perfection n'existe pas ici-bas, il n'y a que l'excellence qui existe. Peu importe ce que vous allez faire, vous serez critiqué. Même si vous livrez le travail le plus excellent qui soit. Surtout si ce travail est intellectuel, vous serez critiqué. Et souvenez-vous toujours, la production est plus importante que la perfection. Produisez quelque chose. Vous savez, parfaire quelque chose, vient déjà du préfixe faire. On fait avant de parfaire. Si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas parfaire. Commencez par faire quelque chose, faites quelque chose, que ce soit parfait ou pas. Et ensuite, vous pourrez le parfaire. Quand j'ai commencé avec mon premier webinaire, j'étais pas aussi bon. Il n'y avait pas d'interaction. Je parlais du début jusqu'à la fin et les gens s'ennuyaient parfois. Puis il y a des gens qui partaient. Mais après, j'ai su parfaire ce que je fais. J'ai su acquérir en pédagogie. Et ainsi de suite. C'est pourquoi il est important que vous puissiez faire avant de penser à parfaire ce que vous faites. L'autre ennemi de la discipline, ça va être aussi le manque de système. Souvent, les gens, tout simplement, n'ont même pas une sorte de logique de travail. Ils se lèvent le matin, ils font ensuite. Il faut avoir un système, un truc qui est personnalisé, un truc qui vous ressemble. Souvenez-vous, en termes de discipline, il n'y a pas de méthode miracle. C'est pas parce qu'un tel là-bas est fort, qu'il fait, je sais pas, toute sa journée en train de travailler que je suis censé faire pareil. Nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas la même physiologie, nous n'avons pas la même physionomie. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Il le fait parce qu'il est capable de le faire. Donc, ayez une méthode qui vous ressemble. Ne cherchez pas à copier qui que ce soit en termes de productivité. Ça ne marche pas comme ça. Et méfiez-vous de tout ce qui traîne sur Internet qui dit oui, 5 méthodes pour pouvoir booster ta productivité et atteindre. Ça ne marche pas. Souvenez-vous, c'est à vous de trouver votre propre méthode et de l'adapter à vous. C'est comme ça que les choses fonctionnent. L'autre piège de la désorganisation et de la discipline, ça va être les accumulations. Que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non. Après, ils accumulent beaucoup de tâches que finalement, ils ne font pas. C'est très, très, très nocif. Et souvenez-vous, ça ne vous arrangera en rien. Ça emmène souvent à avoir des surcharges d'informations, on n'arrive pas à se concentrer sur une seule chose et on n'arrive pas à avancer. Ce qui pourrait vous aider, au final, c'est aussi apprendre à rebondir après les chutes. Il y a des gens qui se disent, ouais, après ce webinaire, quand je vais démarrer, c'est fini, je serai quelqu'un de discipliné, ça ne marche pas comme ça. C'est seulement après avoir travaillé, à vous relever après chaque chute, que vous pourrez finalement atteindre un train de discipline que vous voulez. Je n'ai pas, en tout cas moi, du peu de discipline et de peu de choses que j'arrive à faire de manière constante, je ne les ai pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé, j'ai abandonné, j'ai repris, j'ai abandonné, j'ai repris, j'ai abandonné, et ensuite c'est parti. Et finalement, c'est devenu une habitude. Ne vous dites pas que ça va se passer comme si vous preniez une pilule, et ensuite c'est parti. Jamais ça ne se passe comme ça. Acceptez que les imprévus font partie du processus. Acceptez que perdre fait partie du processus. Acceptez d'apprendre de vos erreurs.
Acceptez d'être gentil avec vous-même en cas d'échec. Ayez un mindset de croissance. Ne vous dites pas, ah moi, finalement ça ne marche pas. Non. Relevez-vous, réessayez. Et c'est seulement parce que vous allez réessayer plusieurs fois qu'au final, ça va marcher. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous parler de ce qu'on appelle la programmation du dimanche. Le dimanche est un bon jour. Moi, je trouve que les dimanches, c'est le jour où on est le plus chill. C'est la semaine qui finit et une autre semaine commence le lendemain. C'est le jour où on a le plus de chances de pouvoir programmer la semaine. Déjà faire un bilan de la semaine qui vient de finir et programmer la semaine prochaine. Le dimanche, on a le temps de définir les objectifs pour la semaine prochaine. On a le temps d'anticiper les tâches et de faire une mise en place des échéances, de savoir que je veux finir ça tel jour, tel jour, tel jour. Ça permet qu'on puisse avoir une semaine qui est chill, qui n'est pas stressante. Ayez au moins une liste des tâches. Au moins une liste des tâches. Si vous ne pouvez pas placer les échéances, ayez au moins une liste des tâches. J'ai fait des webinaires où après je rentrais sur la gestion du temps. Ici, on n'a pas le temps de s'étendre, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Mais ayez s'il vous plaît au moins une liste des tâches. Ça vous permettra d'avoir une meilleure concentration et un équilibre vie professionnelle, vie privée. Et pour finir, si vous avez aimé ce qu'on a dit et si vous y avez appris quelque chose, nous avons une boutique MindUp où nous avons placé la plupart des rediffusions de nos webinaires. Vous pouvez avoir accès à cette boutique via le code QR qui est affiché. Et ce qui est vendu là-bas sont des récaps des webinaires comme celui-ci. Celui-ci est assez superficiel, dont les autres nous sommes allés assez en profondeur pour pouvoir donner des outils pour faire en sorte que les gens puissent aller au plus profond des choses qu'on enseigne. Et vous pouvez tout de suite utiliser ce code promo qui est affiché à l'écran pour avoir comme ça une réduction de 60% sur l'ensemble de la boutique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à discuter avec vous sur des questions s'il y en a et des interventions. Le clavier est à vous, le micro est à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, allez-y. Il y a deux personnes qui ont levé la main. D'abord, qui a levé la main en premier? Oui, d'abord docteur Chandra. Ok, d'accord, docteur. Allez-y, Maïmouna. Bonsoir. Ok, ce qu'on a dit tout au long du webinaire, c'est déjà la première chose, c'est que l'objectif doit être SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, est-ce que les objectifs en général qu'on atteint avec beaucoup de temps espacé, c'est parce qu'ils ne sont pas temporels, on n'a pas de marge fixe pour pouvoir les atteindre. Déjà, est-ce que tes objectifs sont temporels? Est-ce que tu as des deadlines que tu fixes pour les atteindre? Tu es là, Maïmouna? Mhm. Ok. Oui, la question que je pose, c'est est-ce que tu as des deadlines pour ces objectifs? Ok, et tu arrives toujours à dépasser ces deadlines, c'est-à-dire que même avec des deadlines, tu dépasses. Ok, est-ce que ces objectifs sont plutôt à long terme, à moyen terme ou à court terme, ou ce sont des objectifs quotidiens?
D'accord. Avec l'objectif. D'accord. Et malgré ça, ça ne passe pas. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui nuit à la constance? Est-ce que c'est le manque de temps, c'est le manque de motivation? Qu'est-ce qui nuit à la constance? Passer à l'action. Donc tu procrastines. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que pour la procrastination, ce que tu peux faire, c'est t'engager aux yeux de n'importe qui pour pouvoir le faire. Moi, par exemple, c'est ce que je fais, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire tout à l'heure. Si j'ai un objectif, par exemple, pour le mois prochain, je ne me contente pas de l'écrire et de mettre la deadline. Ça ne marche pas avec moi. Je m'engage. C'est-à-dire que j'appelle quelqu'un et puis je lui dis carrément, voilà, je veux faire ça, ou bien un jour j'annonce sur les réseaux sociaux, ou voilà, je peux même aller très loin, hein, jusqu'à prendre 5 000, je donne à quelqu'un, il me dit, ouais, voilà, si je fais pas ça, tu me remets pas mes 5 000. Ça m'aide en fait à faire tout pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça me booste moi-même pour que je puisse atteindre cet objectif. Et c'est plutôt une question de procrastination et non de motivation. Mais si je peux joindre ça avec la discipline, je dirais que dans tous les cas, ce que on cherche avec la discipline, c'est plutôt une certaine constance. Si j'ai un objectif mensuel, et que j'ai des objectifs, on te va dire, quotidiens, parce que voilà, même pour atteindre cet objectif mensuel, il faut des objectifs quotidiens, j'aurais tendance à... C'est-à-dire, ce n'est pas des objectifs qui vont se répéter même après le mois. Donc l'idée, ça sera que je puisse m'engager et je puisse tout faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce qu'au final, atteindre un objectif, ça reste aussi une forme de discipline. Donc engage-toi et puis vois ce que ça donne. Si engage-toi, vois ce que ça donne. Si ça ne marche pas, tu reviens vers moi, on va essayer autre chose. Ok? Ok, Maïmoun a dit d'accord, merci. Oui. J'ai une question. Comment se connaître véritablement? Par quel moyen de... Bon. Comment se connaître véritablement? On a fait un webinaire dessus. Je pense est-ce que c'est affiché ici? Sur ce webinaire-là, analyser n'importe qui en 30 secondes, il y a à boire et à manger, hein, sur la découverte de soi, sur se connaître et ainsi de suite. Mais ce que je peux dire d'entrée de jeu, je ne peux pas aborder ça en peu de temps. Il faut en fait pouvoir analyser les structures communes qu'on a d'analyse de personnalité. Déjà pour commencer, pour pouvoir apprendre plus sur ce qu'on est, que ce soit son morphotype, que ce soit le type de nature qu'on a, parce qu'il y a toute une chaîne de nature et d'analyse de personnalité qui existe sur l'énéagramme, qui est un outil d'analyse de personnalité. Et on a aussi une introspection personnelle sur son histoire personnelle, sur la définition au final de ce qu'on veut être, parce qu'au final, quand on arrive à découvrir qui on est physiologiquement, on choisit qui on est spirituellement, d'accord? Donc, je choisis, d'accord, quelles vont être mes valeurs, hein, ce ne sont pas des choses qu'on découvre, ce sont des choses qu'on choisit. Je vais choisir que mes valeurs à moi, ça va être ça, 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 ou ça, 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 ça. Maintenant, après, mes faiblesses et mes qualités, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être lister 5 personnes de confiance qui vous connaissent depuis très longtemps autour de vous, et puis leur demander de vous faire une liste de 5 faiblesses et de 5 qualités que vous avez. Vous pouvez même allonger la liste jusqu'à 10 personnes si vous en avez la possibilité. Et puis après, une fois que choisissez des gens objectifs, hein, naturellement. Et puis, si une fois que vous avez cette liste-là, vous pourrez déjà avoir une bonne base de quelles peuvent être vos qualités, quels peuvent être vos défauts. N'ayez pas honte de le faire, hein, tout le monde le fait. Dites à quelqu'un, voilà, je suis en plein processus de découverte de moi-même, j'aimerais vraiment que tu puisses faire une liste de mes défauts et de mes qualités. S'il te plaît, fais-le pour moi, fais-le sans subjectivité. Et puis voilà, les personnes en général, si en tout cas vous avez des bons amis, ou des bons parents, des bons proches, ils vont le faire. Et après, ça vous permettra déjà de savoir quelles sont vos faiblesses, quels sont les points sur lesquels vous devez travailler et quelles sont vos qualités. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais remettre la parole au président.
de la Symposium. Président, tu as la parole. Moi, j'en ai fini. Merci à tous. C'était un plaisir de pouvoir faire cette séance avec vous. Hein, c'est toujours un plaisir de discuter sur des sujets intellectuels. Et j'espère à très prochainement. Merci.